Supposons que vous disposez d'une base de données sur laquelle vous enregistrez les factures avec les échéances par facture. En fait, on vous demande la date d'échéance, quand est-ce que le client devrait régler sa facture au fur et à mesure de la date de facture et puis l'échéance. Nous avons fait trois principes. Le premier principe, lorsque en fait l'échéance est en nombre de jours, donc il suffit d'utiliser la formule la date de début plus le nombre de jours. Le deuxième principe, c'est lorsque en fait l'échéance est en nombre de mois, donc on peut utiliser la fonction mois.décalé. Le troisième principe, lorsque effectivement l'échéance est en nombre de jours, mais à partir de fin de mois. Dans ce cas-là, on peut utiliser la fonction fin.mois. Revenons à notre première facture. On vous demande de déterminer l'échéance, la date d'échéance, sachant que nous avons la date de facture, c'est le 1 mars, avec 15 jours d'échéance. Dans ce cas-là, il suffit de saisir égal la date d'échéance plus 15 jours. C'est tout. Donc la même chose pour 45 jours, lorsqu'elle est au nombre de jours. Donc c'est la date de facture plus les 45. Comme ça, on détermine directement la date de facture, ou plutôt la date d'échéance, quand est-ce que le client devrait régler la facture. Alors, pour en fait calculer la date d'échéance, dans ce cas-là, il faut utiliser la fonction mois décalé. Mois décalé. La fonction mois décalé nécessite deux paramètres. C'est la date de facture et puis le nombre de mois. Donc là, nous avons 30 jours, ça correspond à 1 mois. Donc la prochaine facture, ou plutôt l'échéance devrait être le 4 juin. Concernant la quatrième facture, l'échéance est 30 jours fin de mois, c'est-à-dire la date de facture est le 6 mai, mais l'échéance en fait ne se débute qu'à partir de fin du mois de mai. Dans ce cas-là, pour déterminer la date d'échéance, on peut utiliser la fonction fin mois. Fin mois nécessite deux paramètres toujours, la date de début de facture et puis en fait le nombre de mois d'échéance. Donc, la date facture, point virgule. Là, nous avons 30 jours, donc ça correspond à 1 mois. Et puis, entrée. Donc, ça va être fin mois prochain, c'est-à-dire fin juin. Maintenant, nous avons l'échéance de 60 jours, ce qui correspond à 2 mois. Donc, on peut utiliser la fonction mois décalé. Donc, en anglais, c'est date. Et puis, la date de facture, point virgule, cette fois, c'est 2 mois. Concernant l'échéance 60 jours fin mois, donc on peut utiliser la fonction fin mois et puis la date facture, point virgule 2. Donc nous avons 2 mois d'échéance, 2 mois de décalage. Maintenant, les 90 jours d'échéance. Donc on peut utiliser la fonction mois décalé, donc toujours deux paramètres et puis le nombre de mois de décalage. Cette fois-ci, nous avons au niveau de la facture suivante, alors 30 jours fin mois le 10, c'est-à-dire déjà l'échéance ne se débute qu'à partir de fin mois concerné. Donc là, nous avons la facture le 18 juillet, donc le démarrage d'échéance n'aura effet qu'à partir de 31 juillet et le paiement ne sera que le 10 du mois suivant. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser la fonction fin mois. Donc, la date de début, point virgule, un mois de décalage, et puis plus 10. Donc, il suffit de rajouter 10 à la fin de la formule. La même chose pour 60 jours, fin du mois le 15. Donc, fin mois, la fonction fin mois, fin.mois, et puis la date de début, point virgule, 2 mois de décalage, et puis plus 15. Donc, voici les trois principes pour déterminer l'échéance par rapport à des dates. Au niveau de cette deuxième feuille, on vous demande de préparer une mini-facture dont l'objectif c'est de faciliter en fait l'impression et la préparation des mini-factures, sachant que nous avons les 4 cellules à modifier, les 4 cellules jaunes à modifier, et puis le reste se calcule d'une manière automatique. Sachant que nous avons deux remises, la première remise et puis deuxième remise, avec les escomptes et puis les frais de port et la TVA.
Donc, on vous demande déjà de déterminer si c'est en fait un client grossiste ou détaillant. Et puis le paiement comptant, oui ou non. Et puis la livraison emportée, oui ou non. Ce qu'on va faire, c'est que et on va commencer par le premier cas. Grossiste achetant 12 000 de marchandises, paiement comptant, livré. Donc là, nous avons l'état de premier scénario, sachant que vous disposez des conditions de vente, d'escompte et puis l'état frais de port. Pour commencer, on vous demande de préparer en fait des listes durlantes qui contiennent oui ou non. Pour faire, donc il suffit de revenir sur la validation des données et comme ça, vous choisissez liste qui contient deux valeurs, oui, point virgule, non. Pour notre exemple, donc nous avons, alors, grossiste achetant 12 000 marchandises. Très bien. Donc là, nous avons grossiste, donc oui. Et puis, total marchandises, c'est de 12 000. Et puis, l'état de paiement. Donc là, nous avons, alors, grossiste achetant 12 000 marchandises, paiement comptant, et puis livré. Donc, au niveau de la cellule C5, donc on fait oui, paiement comptant, mais au niveau de la livraison, c'est livré, donc ce n'est pas emporté. Alors, au niveau de la remise 1 est de 2%, mais faite uniquement pour les grossistes. Alors, comment est-ce qu'on peut schématiser le montant de la remise 1? Elle est de 2%, mais uniquement pour les grossistes. Donc, effectivement, on peut utiliser la fonction si. Donc, c'est quoi? Si la cellule C4 égale, entre guillemets, oui, alors le montant fois 2%. Sinon, la personne, ou plutôt le client, ne mérite pas la remise, alors 0. Le sous-total 1 serait le montant hors taxe moins le montant de la remise. Maintenant, au niveau de la deuxième remise, alors c'est 5% pour les grossistes et si le sous-total 1 est supérieur à 10 000. Dans ce cas-là, pour bénéficier de la deuxième remise, il faut premièrement être grossiste et deuxièmement disposer d'un sous-total 1 qui dépasse les 10 000. Donc, on aura besoin de la fonction si et en même temps la fonction et. Pourquoi? Parce que nous avons deux conditions. La première condition, c'est être grossiste. Donc, si C4 égale oui, et puis le sous-total 1 supérieur à 10 000. Je ferme la parenthèse, point virgule. Dans ce cas-là, le montant de la remise à partir de ce total 1 est de 5%, sinon 0. Le sous-total 2 serait le sous-total 1 moins la remise 2. Maintenant, au niveau de l'escompte, si le paiement s'effectue comptant, 2% pour les détaillants et 3% pour les grossistes. Alors, quelles sont les valeurs à afficher? La première valeur, c'est 0 quand lorsque le paiement ne s'effectue pas au comptant. Et puis 2% lorsque c'est détaillant et 3% lorsque c'est grossiste. Pour en fait bénéficier de 3%, il faut être grossiste, c'est-à-dire la cellule C4 égale oui, et en même temps la cellule C5 égale oui. Donc pour bénéficier de 3%, il faut que la cellule C4 égale oui, c'est-à-dire grossiste, et en même temps C5 égale oui. Au niveau de 2%, si vous étiez détaillant, donc non, et puis C5 égale oui. Au niveau de 0, si ni l'un ni l'autre n'est respecté. D'accord? Donc voici les deux conditions qu'il faut pour bénéficier de la réduction d'escompte. En fait, comment est-ce qu'on peut schématiser la formule? On peut le faire comme suit. Donc, si et en même temps, donc nous avons deux conditions. Pour bénéficier de 3%, commençons par l'escompte 3%. Donc, il faut que la cellule C4 égale oui, c'est-à-dire grossiste, et en même temps la cellule C5 égale oui, c'est-à-dire paiement comptant, alors le sous-total 2 fois 3%. Sinon,
si, encore une fois, et dans ce cas-là, même si la cellule C4 égale non, mais la cellule C5 égale oui, c'est-à-dire le paiement comptant, la cellule C5, alors, en tant que client détaillant, vous méritez 2%. Maintenant, si n'est la première situation, c'est-à-dire grossiste paiement comptant, n'est la deuxième situation, détaillant paiement comptant, si ni l'un ni l'autre, alors vous n'aurez pas d'escompte, donc 0. Maintenant, au niveau de la TVA, comment est-ce qu'on peut déterminer en fait le montant de la TVA? Donc, c'est le montant total hors taxe fois. Maintenant, pour le moment, nous avons 20%. Mais si au fur et à mesure on rectifie les 20%, comment est-ce qu'on peut multiplier ce total hors taxe fois le montant, plutôt fois le taux de TVA? Donc, on peut utiliser la fonction droite de la cellule, point virgule, 3 caractères. Pourquoi faire? Pour toujours récupérer les 3 caractères qui correspondent le moment à 20%. Donc là, nous avons le montant 20%. Maintenant, le montant TTC, donc ça va être le total hors taxe plus la TVA. Et finalement, au niveau de frais de port, ils s'élèvent à 500 dirhams. Ils ne sont pas facturés dans l'un ou l'autre des deux cas suivants. Si la vente est emportée, si le total est supérieur à 15 000. Ils ne seront pas comptabilisés dans deux situations. Si la vente est emportée, c'est-à-dire si la cellule C6 égale oui. Et si le TTC est supérieur à 15 000. Dans ce cas-là, on va utiliser la fonction si et ou. Donc, si ou la première condition pour bénéficier en fait des frais de port à 0, donc il faut que la cellule C6 égale oui, si D7 supérieur à 15 000. Voici les deux conditions pour bénéficier de la réduction des frais de port. Sinon, vous réglerez 500 dirhams. Finalement, le net à payer, c'est le total TTC plus les frais de port si on a. Reprenons par exemple le deuxième scénario, le deuxième cas. Grossiste achetant 9000 de marchandises, paiement comptant emporté. Très bien. Donc grossiste et puis 9000 marchandises. Donc grossiste, donc c'est oui. 9000 marchandises et puis paiement comptant, oui, mais la marchandise emportée. Donc voici l'état de facture qui s'actualise au fur et à mesure de la situation. La même chose au niveau du troisième scénario, donc il suffit de rectifier les quatre informations, l'état client, l'état paiement et puis l'état de livraison et finalement le montant de la marchandise en hors taxe. Pour terminer la conception de notre mini-facture, il reste deux opérations à faire. L'avant-dernière opération, c'est de protéger la feuille toute entière à part les cellules à modifier. Ce sont les cellules jaunes. La dernière opération à faire, c'est de préparer l'aperçu d'impression. En fait, pour protéger la feuille tout entière à part les cellules jaunes, il faut procéder comme suit. Donc, premièrement, il faut en fait déverrouiller les cellules jaunes et par la suite protéger la feuille. Pour en faire, revenons sur accueil, format et format de cellule. Pourquoi faire? Au niveau de la protection, pour décocher, verrouiller, pour que les cellules soient déverrouillées. Pourquoi? Parce que par défaut, les cellules sur Excel sont verrouillées. D'accord? Donc, puisqu'on recherche à libérer les cellules jaunes pour qu'elles soient accessibles pour la modification, donc il suffit de revenir sur la protection et puis décocher, verrouiller. Deuxièmement, revenir sur révision et puis protéger la feuille avec un petit mot de passe.
Dans ce cas-là, si vous recherchez à rectifier quoi que ce soit sur la feuille, ça va être immodifiable, à part les cellules jaunes. Donc, on peut changer l'état client et puis on peut changer en fait l'état de paiement. Revenons sur le cas 1 par exemple, c'est-à-dire le paiement, c'est-à-dire la marchandise livrée, et puis le montant hors taxe c'est 12 000. Maintenant, pour imprimer et préparer en fait l'impression de la facture ou de mini-facture. Pour en faire, la première des choses à faire, c'est de préparer la zone d'impression. Donc, définir zone d'impression. De deux, revenir sur la petite puce pour préparer les paramètres de mise en page. Donc, au niveau des marges, positionner la facture ou le mini-facture au milieu. Maintenant, si on fait un petit contrôle P, voici comment ça va être imprimé notre mini-facture. C'est bon, c'est fini pour notre exemple de mini-facture. Je vous souhaite une très bonne continuation et bon courage.